Bonjour à tous. Salut les mugs. Aujourd'hui on va faire une preview des nouvelles cartes qui sont sorties pour l'opus numéro 11. On va d'abord découvrir ceux qui vont être présentés dans le starter set, donc le set de démarrage qui va sortir par rapport au jeu Final Fantasy VII Remake, puis ensuite ceux qui ont déjà été découvertes pour l'opus 11. Pour info, l'opus sortira donc le 27 mars et donc les starters sortiront 15 jours voire 3 semaines avant. Voilà. Normalement il devait sortir en même temps que le jeu, mais vu que le jeu était repoussé, normalement le set de démarrage ne devrait pas bouger, vu que ça reste affilié en tous les cas. On va commencer par la première carte qui a été présentée, donc par rapport au starter set, Barrett. Barrett, oui, tout simplement. Donc Barrett qui est une carte, vous en doutez, de l'opus de catégorie 7 pour le jeu Final Fantasy VII et qui a un effet, je trouve, assez intéressant. Pour 3, un avant-feu, donc déjà ça va changer de ce qu'on avait, ça revient sur les premières origines des cartes catégorie 7, comme dans l'opus 1, là-dessus. L'effet est sympa, donc pour 3, déjà c'est un X-Burst. Lorsque Barrett entre sur le terrain, on choisit un avant contrôlé par l'adversaire, on lui inflige 1000 points de dégâts pour chaque personnage de catégorie 7 que vous contrôlez. Et si Barrett est un résultat d'un X-Burst, on lui inflige 2000 points de dégâts à la place. Donc simplement, vous avez 3 avant, déjà 6000 points de dégâts. Et comme vous avez pu voir dans une présente vidéo, il est facile d'avoir 4 à voire plus d'avant Final Fantasy VII. Surtout avec Cloud de l'Opus 8. C'est ça, surtout qu'en plus si vous voulez une liste pré-avant-coureur des cartes de l'Opus 7 qui peuvent combiner avec Barrett, vous avez le deck Avalanche dans une des précédentes vidéos qui ont été présentées par Tony. Voilà. Donc une bonne carte, je trouve, surtout un X-Burst qui est intéressant. Un très bon expert. Voilà. Et en plus, c'est un membre d'Avalanche, donc elle peut être tuto avec d'autres cartes qui ont déjà existé. Jace, Biggs et Wage, c'est ça? Et Jessie aussi, Jessie, ouais, c'est Jessie. Voilà. Donc, carte intéressante. Ensuite, quelle carte a été présentée aussi? On va retrouver Rouge 13. Un nouveau Rouge 13. Déjà, celui de l'opus précédent était intéressant, mais alors celui-là qui part en feu, c'est encore mieux. D'autant plus avec Yuffie, et donc permettre d'aller tuto, donc cette fois-ci pour 8, un nouveau Rouge 13, mais qui va gagner Booster, Initiative et 1000 de force. 8000, il sera 9000 à la place. Très très fort. Juste le 1000 de puissance, c'était ce qui manquait peut-être au précédent en fait. Voilà. Et des stats intéressantes, hein, pour 4, 8000, ça passe. En plus, la 9000, Booster Initiative. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à la tuer en tout cas. Elle est je trouve qu'elle est même plus intéressante que celle de enfant, parce que t'as pas besoin de Yuffie pour le réaliser, puisque une Tifa ou même un Cloud suffit. C'est ça, une fois qu'elle sort sur le terrain, elle est utile déjà de base, contrairement à celle de l'Opus 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver comme autre carte? Donc on a chargé les pages au fur et à mesure. Ketsit. La petite carte, je trouve un peu troll du deck parce que c'est vraiment Ketsit, le perso mignon du jeu, mais sans utilité propre. Faut Totalement l'avouer. comme dans le jeu qu'on n'utilise jamais finalement. L'effet reste spécial, faut l'avouer, mais il sera joué, c'est sûr, mais juste pour débarrasser les atouts de la main de l'adversaire, parce que son effet reste. Lorsque Ketsit entre sur le terrain, votre adversaire vous révèle sa main, vous choisissez une carte de sa main autre qu'un soutien, et si vous le faites, vous la retirez du jeu, et votre adversaire, en contrepartie, lui, pioche une carte. Donc, un peu embêtant, je trouve, de ce côté-là. Pour 2, il y a des soutiens meilleurs, en tout cas, dans la glace. Ça reste un jeu de hasard, hein, c'est toujours pareil. Admettons, on lui débarrasse d'une grosse carte, et ben qu'est-ce qu'il pioche? Il repioche exactement la même. Un peu dommage. C'est une épée à double tranchant, mais il faut savoir trancher avec, quoi. C'est ça. Je trouve ça pas terrible, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite? On va retrouver une carte troll, ou peut-être qu'il sera joué, mais en tout cas on ne trouve pas terrible. Don Corneo. Pas terrible, je dirais même complètement catastrophique. Parce que ça limite considérablement notre opinion d'un deck. Parce qu'un deck construit, finalement, avec cette carte, tu le déconstruis toi-même. Encore si on irait chercher, ou plutôt retirer les cartes de la break zone du jeu, pourquoi pas. Mais là, retirer ces cartes, c'est le but de la glace, souvent, on va faire défausser l'adversaire. Là, se faire défausser, je sais pas, je comprends pas le principe. Toi, tu veux même pas défausser, c'est que tu retires les 2 cartes du dessus de ton deck dans ta break zone. Ouais. Tu te tires littéralement une balle dans le pied. À chaque fois, surtout que ça demande beaucoup trop de cartes. Par exemple, juste l'effet 2, 7 cartes dessus du deck, on choisit un avant qui est duelé, on le détruit. Je trouve ça pas terrible quoi. Limite, Cloud qui avait déjà un peu ce système là de retirer les cartes du jeu, on va dire. Bon, là ça part dans la break zone, donc on peut quand même la réutiliser. Mais il y avait quand même un bon effet Cloud. Plus on avait pris de dégâts, plus c'était intéressant. Que là, pas terrible. Surtout que c'est même pas tu le fais une fois t'as l'effet, non, tu dois le faire à chaque fois et t'as l'effet, quoi. C'est particulier. C'est dangereux.
Très dangereux. Après une mauvaise carte, une très bonne carte, le nouveau Vincent. Vincent, toujours fidèle à lui-même, hein, je veux dire, coût 3 pour 7000, stat honnête, Voilà. perso honnête, j'ai rien à dire là-dessus. Donc Vincent, il a deux spéciales, deux ultimes, comme on aime les appeler, donc vous devez les réaliser en défaussant un autre Vincent de votre main. Simplement. Le premier, Giga de la mort. Jusqu'à la fin du tour, Vincent gagne 1000 de force initiative et lorsque Vincent attaque, choisissez un avant-duelé de coup 4 ou moins, détruisez-le. Ça c'est très rarement vu, un avant de coup inférieur qui détruit un avant de coup supérieur. Totalement. C'est inédit, j'ai jamais vu ça. Et dommage 5, KO, directement. Cette fois-ci, Vincent va gagner 3000 de force, il deviendra 10 000, il aura initiative, et en plus, on détruit n'importe quel personnage. Voilà, c'est fort. Donc voilà, pour le rappel, un personnage est un avant, un soutien et un monstre. Si ce n'est pas une invocation, ça reste un personnage. Très très fort, très très honnête. Je pense une très bonne carte. Peut-être pas jouer en 3 fois, mais Juste pour l'effet en 3 fois, si. une ou 2 fois, puis peut-être d'autres Vincent, peut-être. Ouais. Peut-être le Vincent que tu utilises dans la Avalanche. Je rejouerai peut-être un deck Vincent que j'avais joué à l'époque. Ouais. On représentera ça peut-être à la sortie. Le nouveau Cloud. Carte très intéressante pour débuter, hein, je trouve. Le petit bémol reste qu'il faut l'aduler pour déclencher son propre effet. Ça aurait été plus intéressant qu'elle le fasse d'entrée de jeu. C'est ça. Mais ça reste une bonne carte malgré tout. Parce que 2-5000, les stats sont honnêtes, presque faibles, parce qu'on a parfois des cartes à 6000 fois de puissance. Ouais. Il faut un avant de catégorie 7, donc c'est peut-être le bémol, mais après, normal, c'est un avant catégorie 7. On va donc le mettre, donc on va dueler Cloud, on met un avant de catégorie 7 dans la brick zone, on va chercher un avant de coût 1 supérieur, et directement le jouer sur le terrain. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, vous démarrez avec ces deux Clouds là en main. Tour suivant, vous en défaussez un, vous allez rechercher le Vincent qu'on a vu précédemment, Voilà. puisqu'il coûte 3. Et par exemple, on peut, je mets un petit spécial là-dessus, dégager par exemple une Yuffie ou un autre personnage du coup 4 et aller chercher la nouvelle Tifa légendaire qu'on va voir un peu plus loin. C'est ça. Vous verrez, très très forte. Je te Ensuite, laisse. qu'est-ce qu'on va retrouver comme nouvelle carte? On va retrouver aussi Azul, avant Foudre cette fois-ci. Ce qui n'a pas bougé. Tous les Azul qui sont sortis ont été dans le foudre. Toujours, voilà. Lorsqu'Azul reçoit des dégâts, on choisit un avant contrôlé par l'adversaire, on inflige 1000 points de dégâts. Si on a eu dégâts 3, donc cette fois-ci, la même chose, s'il reçoit des dégâts, il va infliger 2000 points de dégâts. Donc les effets se cumulent, Oui. côté pratique. En Donc dégâts. ça fera 3000 points de dégâts. Et si on a dégâts 5, là ça devient un bloqueur quand même un peu plus intéressant, il va infliger 6000 points de dégâts. Après, il a que 7000 de défense. Que 7000 de défense, mais ça veut dire que s'il reçoit des dégâts, il peut embarquer un avant à 13 000 dans la tombe. C'est vrai. Ça reste honnête. Après, 5 points de dégâts, souvent, on a envie que les bloqueurs ils restent vraiment pour tempérer. C'est ça. Voilà, Mais là-dessus. ça reste un très bon bloqueur. Même dégâts 0, tu débloques à 7000, tu peux emmener un avant à 8000, ça reste honnête. Ça reste honnête, dans tous les cas. Ensuite, on va retrouver Sephiroth. Excellent. C'est peut-être l'une des meilleures cartes en tout cas et qui sera utilisée en champion stack jeu foudre. Le destructeur de son nom. Hein. Pour 3, une 9000, les stats ça n'a rien à voir avec Azul d'un coup. Hein. Lorsque Sephiroth attaque, on tue tous les avant contrôlés par l'adversaire qui ont une force de 8000 ou moins. C'est insane. Et à la fin de chacun de vos tours, par contre, il y a un contre-coup, sinon ce serait trop fort. Hein. Vous retirez les 3 cartes de votre break zone du jeu, et si vous ne pouvez pas le faire, vous le détruisez. Donc du coup, c'est une carte qu'on va pas jouer en début de partie. On va plutôt attendre que la partie est déjà bien lancée, qu'on a quand même quelques cartes dans la break zone pour pouvoir, en tout cas, le garder sur le terrain. Parce qu'on le pose, si on n'a déjà pas 3 cartes, il va déjà dégager. Donc finalement, son effet n'aura pas été utile. Je pense qu'en late game, vraiment en fin de game, très très fort. Alors, surtout que, franchement, je vois 2 cartes très intéressantes qui peuvent combiner avec Zephyros. Par exemple, déjà, il y a la carte Cyclope. Déjà, de l'opus 2 qui réduit de 3000 la force de tous les avants, donc même si vous avez 10 000, vous passez à 7000, donc vous êtes sous l'effet de Zephyros. C'est ça. Et vous avez aussi Illua qui a le même genre d'effet et donc les mêmes risques, c'est infernal. Du coup, je vais rebondir, ça me fait penser à un des autres decks que je joue en Final Fantasy VII, le Foudre Feu. Oui. Voilà, pareil, un deck qui fonctionne déjà très bien de base, avec Sephiroth, il va casser des bouches. Iris. Très très bonne carte, j'ai rien à redire là-dessus. Franchement, la possibilité de combinaison qu'il y a avec Aerith est juste monstrueuse. Et pour une fois, on a un anti-noir. Voilà.
un personnage blanc qui fait de l'anti-noir. C'est un peu bizarre comme phrase. Donc vraiment l'avant-lumière qui va vraiment détruire les ténèbres, vraiment la lampe Voilà, poche. plutôt, ouais, c'est ça. Ouais. Iris, bon, son seul bémol, c'est qu'elle a que 5000 de force pour 4 au niveau coup. Donc c'est peut-être son seul défaut. Stade très faible. Stade très très faible. Son premier effet, utile dans un deck Final Fantasy VII, mais pas utile dans les autres, parce qu'on va rechercher quand elle sera sur le terrain deux personnages de catégorie 7 de la Break Zone, autres que Iris bien sûr, et on les ajoute à la main. Donc déjà, ça vaut le coup. C'est une Midfilia ou même d'autres cartes qui ont déjà cet effet-là pour 4. Bon, allez, pour Midfilia coûte 6 à la rigueur, donc ça veut dire que si tu réalises son effet, elle coûte 2 au final. Iris est quasiment gratuite si tu joues du 7. Totalement. Et simplement, on va la dueler. C'est l'effet le plus intéressant que ça va utiliser un peu partout. On va mettre Iris à la Break Zone. On choisit une des deux actions. On pourra soit choisir un avant de catégorie 7 qu'on contrôle, on va le dueler, et il ne pourra pas être détruit pendant le tour. C'est-à-dire qu'on va sacrifier Iris pour pouvoir bloquer directement d'autres personnages. Ça permettra au moins d'avoir un bloqueur utile, un peu comme Gordon. Oui. Sauf que Gordon, il a besoin que de lui-même pour être utile. Très utile là-dessus, une carte haut là-dessus. Et ou choisir un avant ténèbres, détruisez-le. Un peu comme Fenrir finalement. Oui. Mais sauf que c'est un avant cette fois-ci. Et l'avantage aussi, c'est que Fenrir, il a pas besoin d'être. Il faut qu'il soit lumière et ténèbres pour être retiré du jeu. Oui, aussi. Et dernière carte donc de ce starter, on va voir Kadaj. La réincarnation de Zephyros dans le Advent Children, pour ceux qui connaissent la référence, bien sûr. Moi, perso, pour cette carte, je suis légèrement déçu. On est un peu. Voilà, on n'est pas d'accord. Moi, je la trouve bonne, il la trouve moyenne, on va dire. En fait, je suis pas complètement en désaccord avec toi. Disons que je suis sceptique par rapport à ces effets. C'est ça. Tu as des effets situationnels pour un effet fort, en fait. C'est très simple. Lorsque Kadaj entre sur le terrain, vous choisissez un des 3 effets suivants, en plus d'être un X-Burst. Donc 9000 pour 4, ça reste honnête, on est d'accord. Mais lorsqu'il entre sur le terrain, c'est soit vous choisissez un avant, vous le tuez, soit vous retirez 2 cartes de chaque break zone hors du jeu, soit vous choisissez un avant, vous lui mettez 2000 de force. Et l'effet que je trouve le plus intéressant, mais qui est en même temps son gros défaut, c'est à la fin de chacun de vos tours, vous pouvez le retirer de la partie et le réinvoquer sur votre terrain à la fin du tour de l'adversaire. Mon seul hic à cet effet, c'est que tu dois attendre la fin de ton tour pour le faire, déjà, pour commencer. Donc tu peux pas sauver Kadaj quand tu veux. Et ensuite, 9000 pour 4. Si tu réalises tous ces effets à la fin de ton tour, t'attaques quand avec Kadaj? C'est ça. Donc finalement, c'est pas un avant qui va attaquer souvent, si on le retire à chaque fois juste pour faire son effet. Donc vraiment, on doit sélectionner ce qu'il y a à faire. Voilà, je pense qu'il y aura c'est un couteau suisse. C'est vraiment, on va choisir, est-ce qu'on choisit tournevis ou est-ce qu'on choisit le couteau pour le trancher. Un couteau suisse, t'es gentil, je dirais plutôt une trousse de secours. Totalement, sur cet effet-là. À voir. Après, en jeu, je pense que un seul exemplaire pourrait être pratique. Après, il faudra voir les effets qu'on pourra en dégoter. En étant un X-Burst, il est toujours intéressant d'en avoir minimum 2. Quoi. Je pense que contre un deck avec Rampier, qui va donc chercher dans la Break Zone, des avants, etc., voilà. Très pratique de pouvoir détruire les avants principaux. Petite correction, Rampier, c'est depuis la main. Depuis la main, mais je veux dire, souvent on va sacrifier d'autres, tu vas les chercher et puis tu vas les rejouer là-dessus. Voilà, pour le starter, c'est déjà fini. On va passer maintenant sur les cartes qui ont été dévoilées. Première carte. Couche-à-Spell. Ça y est, enfin on a une carte qui va nous débarrasser de toutes ces avants ou soutiens, même monstres, qui réduisent tous les dégâts du jeu. Enfin on a une carte pour ça. Comme un Azul qui est donc bloqueur, qui retire 5000 points de dégâts, 5000 points de dégâts. Cette fois-ci, non. Tu bloques normalement. Tu bloques à 8000 et point barre. Et par contre, Couche-à-Spell est devenu un soutien feu au lieu d'être un soutien glace, totalement. Soutien glace qui, son seul intérêt était de booster Galdès, littéralement. Alors surtout quand dans du feu, c'est très fort, parce que souvent les avant-feu vont déjà infliger des dégâts, et en plus de ça, vont souvent se booster, par exemple avec la araignée, et si l'adversaire ne peut vraiment pas contrer, du coup se retirer des dégâts, ça va être insane. J'ai encore plus simple si tu veux, par exemple, même l'Ifrit à coup 1 trouve un intérêt grâce à Couche-à-Spell. Déjà. Parce que 4000 non réductibles, c'est prenable. C'est prenable, surtout pour 1. Et c'est une X-Burst. Dalauma fait son grand tour, et après une carte bannie qui était très très forte, trop forte même. Déjà l'ancien était très fort, je vous fais le résumé rapide. Coup 4 pour 8000, terre.
Chaque fois que Dadaluma prend des dégâts, vous choisissez un avant, vous lui mettez 4000. Et chaque fois que il reçoit des dégâts, vous lui remettez 4000 en plus derrière. C'est ça. Donc du coup, il y avait un combo avec Pampa, Pampa. où on mettait en fait 1000 points de dégâts à Dadaluma, puis vous recommencez l'effet, puis c'est Ouais, parti. vous enchaînez l'effet tant que vous avez du mana pour le faire. Bon, du coup, vous détruisez les avants facilement là-dessus. Hein. Voilà, quasiment un terrain en un tour avec Dadaluma. Voilà. Je jouais contre toi à l'époque avec un deck Chocobo, ben je rangeais et je faisais rien, simplement, j'arrêtais de jouer. Et Chocobo ayant 4000 de force, vous comprenez un peu le délire. Voilà. Alors son effet, du coup, la première capacité, par contre, quand il lance sur le terrain, c'est le bémol, entre guillemets, c'est qu'il va vous infliger un point de dégâts. Ce qui va peut-être lui permettre en fait d'avoir son avantage premier. Quand vous aurez 3 points de dégâts, il va gagner bravoure, et il ne peut pas être tué par les équations, les compétences. Donc en fait, c'est le bloqueur parfait. Un bémol? Non, au contraire, je trouve que pour la carte que c'est, je veux dire, 8000 pour 2, c'est un énorme avantage. Totalement. Parce que c'est pas précisé que sur la carte que dès que tu prends le point de dégâts, tu ne prends pas l'exburst. Non. Donc, si tu chopes, admettons, par exemple, Cloud sur le point de dégâts, bah, t'as un Cloud qui met 3000. Voilà, totalement. C'est intéressant. Totalement, c'est vrai. Ensuite, on va retrouver Moro. Alors, Moro, je trouve que c'est un bon avant, en tout cas pour deux. Pas aussi bon que Dadaluma, mais je trouve que c'est un bon avant en fin de partie. C'est un FFL. Les FFL, on en a peu par contre dans tous les opus qui sont sortis. Oui, j'ai remarqué. Et donc, du coup, peut-être comme l'opus précédent, où ils ont rajouté Je sais pas, je sais comme pas. Lane, etc., les FFC, oui. donc je crois, c'est ça. Cette fois-ci, on peut-être augmenter les Final Fantasy Legends. Pourquoi pas. C'est vrai que dans l'opus 10, ils ont beaucoup accentué les les World of Final Fantasy. Du coup, dommage 3, Moro va gagner 2000 de force et booster, donc il y en a une 7000. Et Pour booster. 2, ça passe, c'est pas cher du tout, c'est Non. 10 fois en mieux, simplement. Et pour 6 points de dommage, donc c'est vraiment en late game, Moro va gagner 2000 puissance, il aura 9000 points de puissance. Et lorsque cet avant mettra des dégâts à un autre avant et le tuera, il pourra se réactiver et réattaquer une deuxième fois. Un peu comme un Estinia, mais en fin de game. Je préfère même Moro par rapport à Estinien parce que Moro est quand même gratuit par rapport à Estinien. Voilà, il est pas cher. Après, Estinia, c'est l'attaquant parfait. Tu peux pas le bloquer vraiment. Tu peux pas le bloquer. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, ce que je dis quand il est gratuit, c'est que Moro déjà il coûte 2 par rapport à Estinien qui coûte 5. Déjà. T'as pas besoin de 5 soutiens pour lui donner booster. Et ensuite, lui, c'est dès qu'il le tue, tu réattaques. Donc, quelle que soit la manière que tu l'as tué. C'est très fort. Très très fort. Nouvelle mécanique de jeu. Donc ici, avec la carte Lovecraft, donc c'est le premier nom qui est donné pour l'instant. Elle coûte 1, c'est de la glace, et c'est un monstre. Lorsqu'un personnage glace autre que Lovecraft en ce terrain, vous allez placer un marqueur sur ce monstre. Pour un marqueur, dès qu'il y aura un marqueur, vous pouvez mettre Lovecraft dans la break zone, vous choisirez un avant, vous allez le tuer. C'est déjà honnête. Non, ça c'est son effet de base. C'est le deuxième effet qui implique les monstres marqueurs apparemment. En fait, Lovecraft crée des marqueurs. Donc Oui. C'est ça. Apparemment, Lovecraft génère des marqueurs. Ça veut dire que pour la première mécanique, c'est déjà une première carte à aborder pour en parler. Voilà. Mais comme on n'a aucune carte montrant les monstres marqueurs, on peut pas en dire plus. Il y en aura une deuxième ensuite dans le listing. Bon. Donc du coup, son effet avec le marqueur, c'est que si vous avez 3 marqueurs dessus, vous allez choisir 2 avant, vous allez les dueler et les geler. Ça reste honnête. Vous avez mis juste 3 personnages, donc soutien, monstre ou créature, vous allez pouvoir le booster assez facilement. Donc, si c'est vraiment les mécaniques comme pour les invocations et les monstres de base, ça va être infernal. Ça va être infernal là-dessus. Alors, ensuite, on a Mute. Mettez Mute dans la break zone pour un CP glace et après l'avoir duelé. Et dueler et geler tous les soutiens contrôlés par l'adversaire. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que pendant votre tour et si votre adversaire contrôle 5 soutiens ou plus. Là-dessus. De l'anti-ressource. C'est un anti-ressource. C'est littéralement votre adversaire a plus de choses que vous. C'est pas grave, vous le gelez pour un tour. Totalement, là-dessus. Le voleur devient un soutien pour 3. C'est pas le premier, mais je trouve que celui-là est meilleur au niveau des effets et de l'artwork. C'est vrai. Et lorsque voleur entre sur le terrain, relevez une carte à la fois du dessus de votre deck jusqu'à qu'il y ait une carte terre ou foot qui est révélée. On l'ajoute à la main et ensuite on mélange les autres cartes révélées et on les place sous le deck. Mécanique intéressante, c'est la première fois qu'on voit un élément, non pas qui en génère pour d'autres, mais qui va chercher pour d'autres éléments. C'est ça. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça intéressant. Une nouvelle mécanique, on va dire. En plus, c'est précisé terre et foudre, il y a déjà des decks vent et terre qui se jouent.
Je pense que la carte a sa place dans pas mal de jeux. Je pense que ça reprend un peu le même principe que les MOG qui faisaient des CP d'un autre élément Ouais. dans l'esprit. A few moments later. Yuna, Que dire? Trop de choses en fait. je pense que ce sera une des meilleures cartes, ou en tout cas l'une des meilleures légendaires qui sera présente dans cet opus-là. En plus, c'est pas qu'elle tombe mal, elle tombe au meilleur moment. Les decks terre et les decks vent combinés, donc les duos éléments terre et vent sont ultra forts. Il y a même des decks 5 éléments dans ces mêmes coloris qui sont joués. C'est ça. Cette Yuna est infernale. Totalement. Donc son effet, le coût requis pour lancer vos invocations peut être payé avec des CP de n'importe quel élément. Lorsque Yuna est sur le terrain, on peut payer 3 vents plus 2 éléments incolores. Qui fait 5 au 5, total. donc elle vous coûtera 8. Et si vous le faites, vous allez chercher jusqu'à 6 invocations. Donc ça vous permettra de remplir votre main. Et chacune avec un élément et un coût différent, et on les ajoute à la main. Donc c'est petit bémol. C'est juste qu'il va falloir chercher, par exemple on ne peut pas prendre 2 vents ou 2 foot, pardon. Vous allez devoir prendre des éléments différents et des coûts différents. C'est le seul petit bémol. Mais je pense que ce sera... En plus, c'est bien précisé sur la carte, jusqu'à 6. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher 6 invocations. C'est ça. C'est-à-dire que dans le deck 5 éléments que j'ai précédemment cité, 5 invocations, c'est monstrueux. Totalement. Et son spécial qui est très fort, même pas besoin de l'aduler, il y a juste à payer son coût de spécial. Lorsque vous allez lancer une invocation ce tour, vous pouvez lancer une invocation de votre main, et avec un coût inférieur à l'invocation lancée, sans payer le coût. Ce qui veut dire que, exemple, vous jouez Phoenix légendaire qui coûte 6, vous pouvez jouer 7. Il coûte 7 Phoenix 7 par exemple, oui. Et vous pouvez relancer derrière Diablo qui coûte 5, qui a des effets aussi dévastateurs que le Phoenix. Donc vous allez pouvoir raser un board assez facilement. Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes intéressantes. Une Shiva à 4, on peut rajouter un Léviathan, donc on dule, on gèle et on dégage un avant. C'est parti, j'attaque. C'est ça. C'est parti. Donc très très intéressant. Ensuite, Ursula. Une carte moine, comme on en voit peu, comme on en voit moins. Des decks qui sont viables avec, sans l'être, parce que les cartes sont moyennes. Je vais clairement le dire, elles sont moyennes. J'ai jamais affronté de deck spécialisé moine ou voleur, même peut-être les deux. Hein. Ouais, je pense que ce serait peut-être une idée à faire. Ouais. Son effet, lorsque Ursula entre sur le terrain, vous allez choisir un job moine ou un nombre de cartes moine de coût 2 dans votre Brigzone et vous allez jouer sur le terrain. Donc qui marche avec la Yang de l'Opus 2, qui est 5000 pour 2, voilà. Et qui vous contrôlez un autre job moine, elle passe à 7000 avec bravoure. C'est ça. Donc pourquoi pas. Et vous pouvez mettre un job moine ou une nombre de cartes moine autre qu'Ursula dans la Brigzone. Vous choisissez une des deux actions. Jusqu'à la fin du tour, Ursula gagnera 4000 de force et elle gagnera bravoure. Et choisissez un avant, infligez-lui des dégâts égaux à la force d'Ursula. Heureusement que c'est un des deux. Oui, mais c'est pas précisé le nombre d'avant ou de job moine que tu peux mettre dans la Brigzone pour réaliser ses effets. Ouais, c'est pas faux. On pourrait même faire 2 fois l'effet. Donc juste par son effet, on peut déjà le faire une fois, parce qu'on mettra un moine sur le terrain. Déjà. Puis pourquoi pas encore supprimer un autre. Après, ça fait cher. C'est vider son board ou vider son offensif pour créer de l'offensif. Je sais pas. T'as des moines qui n'ont aucun intérêt autre qu'être sur le terrain, donc une fois dégagé, tu crées de l'effet. Je pense que ce sera un défi à créer un deck qui pourrait tourner autour des moines. Tu mets des patates volontaires. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, la carte qui sera offerte de l'ordre de la preview, du coup, ce sera Cindy de Final Fantasy XV. C'est ça, la mécanicienne du garage auto, hein, bien entendu. Je suis très surpris que ce soit cette carte qu'ils aient choisie pour faire la promo du jeu, la promo de l'Opus 11. Simplement, surtout ce qu'elle cible surtout les avant, les catégories 15, donc pas toutes les cartes. Mais catégorie 15 est déjà très fort à la base, ils n'avaient pas besoin d'un renfort en plus comme ça. Ouais, totalement. C'est une mine filia mais pour les 15. Totalement. Et mine filia, je la rappelle, c'est quand vous la jouez, vous récupérez, elle coûte 6. Quand vous la jouez, vous récupérez 2 personnages de votre Brigzone et vous ajoutez à votre main. Là, c'est pareil, mais pour les 15. Mais en avant, c'est fumé. Voilà, donc lorsque Cindy rentre sur le terrain, vous allez chercher jusqu'à 2 avant catégorie 15 et on les ajoute à notre main. On peut la dueler, simplement. Déjà, on choisit un avant de catégorie 15 et il gagnera bravo jusqu'à la fin du tour. Ça passe. Mais surtout, je trouve que c'est son effet final. Donc on va payer un CP terre, on l'adule et on la sacrifie. Et jusqu'à la fin du tour, tous les avants de catégorie 15 vont gagner 3000 de force. En fait, elle est doublement puissante. Parce que en fait, son effet, je vais le dire clairement, tu le mets dans un terre-vent. Encore une fois, je suis désolé de focus ces éléments-là, mais c'est ceux qui marchent le mieux entre eux. C'est ça. Nono avec Cindy, je tape, admettons, avec Noctis en duelant Cindy. Noctis à bravoure, déjà pour commencer.
Effet Nono, comme Noctis a tapé, on relève Cindy. Effet Cindy, on la dégage. Noctis à 10 000. De force. Vous voulez quoi de plus? Ça va être très très fort. Je pense que ça reste une bonne carte pour les 15. Après, pour le reste, ce sera pas terrible. Non, non, non. Ma préférée. Ma préférée. Oui, bah, ta préférée est certainement la carte, les cartes révélées à ce jour, l'une des cartes révélées à ce jour les plus puissantes du jeu. Quoi, Voilà. Veux dire, Tifa, donc un inventaire donc de coût 5, qui coûtera 1 de moins si Cloud est déjà sur le terrain. Donc déjà, elle coûtera que 4. D'accord. Alors déjà, vas-y, excuse-moi, je te laisse finir, je t'ai coupé. Et elle peut être payée de n'importe quel élément, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais justement, c'est monstrueux. Je pense que vous vous rendez pas compte, mais déjà, elle coûte 5 et elle coûtera 4 avec ce Cloud. Et le Cloud du deck va chercher des catégories 7. Voilà. Donc, vous défaussez un Vincent, vous allez chercher une Tifa. Voilà, simplement, ça va être très très fort. Déjà, son premier effet très intéressant, c'est des avant de catégorie 7 que vous contrôlez. Haute que Tifa gagne 2000 de force et bravo. Voilà. Et je pense que les FF7 vont égaliser les FF15 au niveau puissance là-dessus. Déjà, Même plus encore, surpasser. Je suis désolé de le dire, mais je pense que à cause du remake, et donc dû à la sortie de l'Opus 11, je pense que les decks FF7, construits maintenant à l'heure actuelle, vont rouler sur la méta. Déjà, ouais, je pense. Et le dommage 3, qui est très facile à voir en début de partie, Tifa gagne les avants de catégorie 7 que vous contrôlez ne peuvent être détruits par les invocations et compétences de votre adversaire qui n'affichent pas de dégâts. Donc Diablo, Il n'y a pas que Diablo, Alexandre, Odin, ils passent tous à la trappe. et Signia. Estinien, oui, bah oui, clairement. Voilà. En fait, c'est un peu l'effet du Vincent qui existait déjà à l'époque, sauf si sur tous les avants catégorie 7. Vous mettez Vincent en plus, Tifa, vous détruisez rien. Voilà, c'est fait. Donc je pense qu'il y en a qui vont tirer la gueule là-dessus. Mais moi, ce qui me déplaît par rapport à cette carte, c'est le dommage 3. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dommage 3, c'est ultra facile à réaliser dans Très le rapide FF. là-dessus. Vous laissez votre adversaire vous taper 2 fois dans la tronche, et puis vous mettez Tifa. Là, point. Après, des fois, bon, il y a des effets qui sont un peu trop forts. Même en dégâts 5, je pense que ça pouvait passer. On prend le Chevalier Oignon. Pas le Chevalier Oignon, pardon. Le Guerrier de la Lumière. Oui. Qui permet de booster toutes les unités normales. Bon, c'est un dégât 5 qu'il faut. Mais une fois que vous avez dégâts 5, bah, vous êtes indestructible. Vous mettez Chevalier Oignon qui passe d'un coup à 13 000. Bah, c'est tout. Oui, enfin pour moi, Guerrier de la Lumière, je l'ai déjà dit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quoi. C'est ça. Il est tout seul, puis d'un coup vous vous retournez, ils sont 15 000 dans votre dos. Quoi. C'est ça. Après, vous le détruisez, les amants restent 8 000. Mais une fois qu'il est là, bah, voilà, je pense qu'il fait le reste, quoi, simplement. C'est tout simplement. Nouveau monstre aussi, Bandagora, du coup. Mandragore, en nom français, bien Voilà. entendu. Lorsqu'un personnage terre autre que Mandragore entre sur le terrain, vous placez un marqueur monstre sur Mandragore. Je pense que ça va être technique, la même technique qu'avec les jetons dans Magic ou dans d'autres jeux de cartes. Voilà, ça me fait très penser à ça. Je pense que ça va être littéralement, on va avoir un petit token qu'on va placer sur la carte, et puis au fur et à mesure qu'on va les jouer, ça va les placer. Square Enix, si vous pouvez me filer des petits tokens pendant la preview. Le placement de produit qui marche bien. Mettez donc, deuxième effet, donc sans marqueur, mettez Mandragore dans la break zone, choisissez un soutien de coup 5 ou plus, détruisez-le. Il n'y a aucun soutien de coup 5 vraiment intéressant qui mérite d'être sacrifié comme ça, sauf Cindy et Minfilia, bien entendu. Voilà. Mais ça reste intéressant. C'est Atuna. Oui. En feu, c'est Atuna. Setsuna, oui. Qui est très intéressant. Donc, du coup, les invocations font 1000 de moins d'un coup, ça va faire plaisir. Et son deuxième effet, c'est une fois que vous avez 3 marqueurs monstres, pareil, vous allez pouvoir choisir un soutien. Simplement, vous détruisez. Ça reste honnête. Bah, déjà, franchement, cette carte, je la trouve complètement abusée. Elle est très forte. Mais déjà parce que c'est un monstre. Ça aurait été une évocation, ça passerait beaucoup moins parce que un monstre, vous les allez le chercher avec n'importe quoi maintenant. Je vous mets un puma lumineux, pas un puma lumineux. Je vous mets un Larkécus, je vais chercher Mandragore. Qu'est-ce que je fais? Je chaîne mes marqueurs, je mets mes marqueurs à 3, je vous rase votre board, vous n'avez plus aucune ressource. Alors plus de soutien et en plus d'avant, ça va être très très fort, je pense. Ça reste une très bonne carte. Nouvelle carte, Moine. Moine qui coûtera 2. Donc qui comboite avec l'effet de la nouvelle Ursula. Voilà, et qui est quand même moins forte que le soutien voleur, qui reste, je trouve, à peu près dans le même esprit. Vous allez payer un CP terre, vous allez l'aduler, on le met dans la brick zone, et vous choisissez un avant, vous l'infligez 3000 points de dégâts pour chaque job moine ou carte moine que vous contrôlez. Donc c'est exactement le même principe qu'avec Guerrier de la Lumière, sauf que c'est pour les moines. Sauf que cette fois-ci, c'est pas le Guerrier de la Lumière qui va cumuler de la puissance sur toutes vos unités. Non, là c'est les moines, ils vont descendre de leur temple, ils vont vous tabasser jusqu'à ce que vous en mouriez. Mais du coup, elle est un peu en contradiction avec la légendaire Ursula. Parce que elle, il faut qu'elle détruise déjà un moine, et puis lui, il faut qu'il y ait plus de moines pour faire des dégâts.
Donc il se contredit, je sais pas, un peu dans les faits. Ensuite, on va retrouver Rydia. Une carte promo qui est sortie plus tôt dans l'année, même dans l'année dernière, hein, de toute façon. Les avants de catégorie 4 que vous contrôlez autre que Rydia gagnent 1000 de force et bravoure. Il n'y en a pas beaucoup, déjà pour commencer. Bah, habituellement, 1000 de force, oui, mais pas bravoure, ça donne pas un effet Non, complémentaire. non, je parle des avants de catégorie 4, il y en a peu. Oui, déjà. Il y en a peu, il y en a vraiment peu. Ensuite, son deuxième effet, lorsque Rydia entre sur le terrain, si vous contrôlez 4 personnages de catégorie 4 ou plus, vous pouvez chercher une invocation de coût 1 et l'ajouter à votre main. C'est fort. Mais c'est un effet ridicule parce que qu'est-ce que vous allez chercher avec des chocobos? C'est tout ce que vous allez aller chercher. Chocobo, ifrit, quoi d'autre encore, j'en passe à des meilleurs. mais Peut-être des nouvelles invocations dedans, mais qu'on ne connaît pas, Voilà. oui, peut-être. c'est fort. Ouais, voilà, entre parenthèses. Ensuite, on va avoir Aranea. Aranea de Final Fantasy XV, que moi perso je n'ai pas joué au 15 donc je ne la connais pas, mais par ses effets maintenant je la comprends et elle va être très 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 forte. Les decks Chevalier Dragon sont des decks assez rush, assez tape dans la tête et pas assez de défense, et bah là cette carte Elle est encore pire. Voilà, elle passe très bien là-dedans. En plus, c'est aussi donc, à l'avant de type dragon. si je me Oui, trompe pas, oui, là-dessus. Chevalier Dragon, oui. Elle a initiative. De base. Voilà. 4 pour 7000, bon, initiative, c'est déjà bon. Mais surtout pour chaque autre avant qu'Aranea que vous contrôlez, elle va gagner 1000 de force. C'est-à-dire que pour un avant de plus, elle a 8000. Déjà. Avec initiative, non négligeable. C'est ça. Son coup 3, si vous avez 3 dégâts, Démange 3. vous allez, dès qu'elle rentre sur le terrain, on va choisir un avant fou de coup 2 ou moins, et le mec dans Poison, et on va jouer sur le terrain. Bah, Chevalier Dragon, moi je joue un Chevalier Dragon, vous pouvez chercher facilement des avants de coup 2 Chevalier Dragon très forts, déjà mettre sur le terrain. On a chacun une version de Chevalier Dragon. Quand Aranea sortira, pour celui qui l'aura, on fera la différence entre sans et avec. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et pour le dommage 6, Aranea gagne, les avants que vous contrôlez gagnent booster. Sachant que les deux effets sont cumulables en dégâts, vous mettez Aranea en fin de partie, vous rushez sur votre adversaire. Voilà. Il y a déjà pas mal de créatures qui font des effets là pour Chevalier Dragon, déjà. Oui. Mais ça peut être un complément bien utile. Ensuite, Barbara plus Aranea, il y en a une qui donne booster, l'autre redonne booster derrière. Allez-y, gérez 2 personnes au lieu d'une, c'est plus difficile. ça va être très fort. Ingénieur, donc là cette fois-ci on a on a une différence par rapport à cette carte. Moi je la trouve très forte, lui pas. La carte coûte 2 à jouer et elle coûte 1 CP foudre plus on l'adule plus on la met dans la break zone plus un autre soutien. Vous cumulez le coût des 2 cartes envoyées dans la break zone et vous en invoquez une du même coût depuis votre break zone. C'est par exemple, vous avez, je vais dire une connerie, Aldo. C'est pas une connerie, c'est vrai en plus. C'est Aldo plus ingénieur, donc les deux coûtent 6. Vous invoquez Exes de votre cimetière. Exes, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un avant de votre cimetière ou de celui de l'adversaire et pour le rejouer sur votre terrain. C'est n'importe quoi. En fait, ce qui m'embête sur cette carte, c'est devoir sacrifier 2 ressources pour avoir cet effet-là. Donc invoquer un avant pour 2 ressources. En fin de game, d'accord, mais après, je sais pas. Moi, j'ai peut-être du mal à déjà gérer mes ressources. Donc c'est ce qui me rebute là-dessus. Je pense que c'est ce qui te bloque en fait. Parce que moi, la carte, même en début de partie, je la trouve énorme en fait. À voir, pourquoi pas. L'homme en noir. Donc pour rappel, l'homme en noir, pour ceux qui n'ont pas joué donc, au 4, c'est simplement Golbez sans son armure. Totalement Voilà, ça. ce qui explique ses effets. Donc ces effets, c'est simplement pour 9000 pour 5. Si vous ne pouvez pas jouer l'homme en noir si vous contrôlez Golbez sur votre terrain et inversement. Bien sûr. Et lorsque l'homme en noir entre sur le terrain, vous choisissez une invocation foudre dans votre cimetière, enfin foudre de 3 ou moins, déjà je précise quand même, de 3 ou moins dans votre cimetière, vous la lancez sans payer le coup et vous la bannissez une fois que c'est terminé. Que dire de plus? C'est bon, après c'est pas excellent, mais je trouve que ça reste une bonne carte. Ramza, Ramu, Cyclope, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de cartes ou 3 invocations qui sont très bien. Donc ça peut être intéressant. Je pense que c'est à jouer. Il y a même le Odin, il y a même des Odin 3. Des Odin 3 là-dessus, qui vont détruire des avants de coup 4 moi je crois. C'est ça. Donc ouais, pourquoi pas. Je pense il va arriver. 5 pour 9000, ça reste raisonnable dans tous les cas. Oui. Donc, après, à voir, simplement. Je pense pas qu'elle sera jouée dans tous les decks, mais dans un certain archétype. Surtout que ce sera enfin peut-être une carte de Golbez qui sera jouée, contrairement aux autres qui n'ont pas été joués jusqu'à maintenant. Sauf le Golbez de l'Opus 1 qui était vachement fort, mais qui s'est fait rabaisser avec le temps. Ensuite, avec le temps, il y a eu d'autres avant qui sont sortis, voilà. qui ont pris la place. Yunalesca. Yunalesca. Au niveau de l'artwork, j'ai pas compris pourquoi c'était pas elle la promo, parce que franchement, elle est excellente. Elle est sublime. Ouais.
Très bonne carte. Quand vous la verrez sur la vidéo, enfin moi je le dis de personne parce que je la vois à l'instant, vous allez baver, mais pourquoi c'est pas elle la promo? C'est une rare, ça c'est compréhensible. Voilà. Mais ensuite son effet, je pense que pour ceux qui sont habitués au jeu, vous allez tout de suite comprendre l'intérêt, mais pour les débutants, réfléchissez bien à ce qu'on va vous dire, parce que le coût requis pour lancer vos invocations est réduit de 1 pour chaque avant de job invoqueur que vous contrôlez. Ça comprend Yunalesca qui est elle-même un invoqueur, Déjà. et ça comprend aussi Yuna de l'opus 1 qui réduit les invocations haut de 1. La soutien. Voilà. Ce qui veut dire que vos invocations, quel que soit l'élément, vous coûteront minimum -2 et en eau -3. Et oui, encore Laine. Laine, qui est une invoqueuse, Oui. voilà. Donc encore voilà, un exemple. Et encore des cartes invoqueurs en soutien et même en créature qui peut être intéressant. Il y a même le père de Yuna, je me souviens plus du nom de la carte, qui est aussi un invoqueur. Donc ça veut dire que vous avez 3 cartes. Et donc ça veut dire que vous réduisez de coup 4 Vraska. vos invocations. Vraska, d'accord. Ouais. Voilà. Et son deuxième effet, lorsque Yunalesca entre sur le terrain, choisissez une invocation dans votre break zone, mettez-le en dessous de votre deck. C'est même pas une invocation haut, je crois que c'est. C'est ça, choisir une invocation. Donc avec Yuna, vent, la nouvelle légendaire, voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher. Vous la jouez avant, ensuite vous jouez Yuna, vous allez pouvoir récupérer une invocation que vous avez déjà utilisée, et c'est reparti encore une fois. Mais surtout, franchement, il y a un truc, toutes les cartes à gros coups de. Parce que c'est même pas précisé, donc comme je l'ai dit, c'est même pas les invocations haut qui sont réduites, c'est toutes les Les invocations. invocations. Ça veut dire que même Zeremus, donc je résume Zeremus, c'est une invocation terre de coup 7, qui, pour chaque dégât que vous avez pris, vous choisissez un avant sur le terrain de l'adversaire et un avant dans votre break zone. Si son coût est égal ou inférieur, vous détruisez l'un et vous récupérez l'autre. Ben, elle coûtera 3. Voilà, elle coûtera 3. C'est fort, c'est très très fort. Et surtout qu'elle n'est que rare. Elle est que rare, bah oui, c'est ça qui est complètement. C'est la première fois qu'on voit des cartes aussi fortes, juste rares. Simplement, ouais. C'est pour faire simple. Généralement, ce sont soit des héros, soit des légendaires, soit des rares qui sont des soutiens, mais qui sont donc des supports. Mais là, c'est un avant avec une bonne puissance et un bon effet. Tout. Elle a tout. Il n'y a rien acheté. Je trouve que cette carte est vraiment excellente. Même l'artwork n'est pas acheté, ce qui est ça qui est impressionnant par rapport. Surtout, habituellement, on a des artworks un peu moyens, mais là, l'artwork a été travaillé là-dessus, avec un bon effet de lumière en plus dans le fond, avec l'espace un peu étoilé et tout. J'ai hâte de voir si elle sortira en full art. Ah, je pense qu'elle doit sortir en full art celle-ci. En full art, elle doit rendre. Surtout qu'il y a quand même pas mal de détails encore derrière la carte, donc. Elle doit avoir un sacré pédigré, je pense, Je pense. en full art. Voilà, on a fait le tour des cartes qui ont déjà été annoncées, donc en cette date, on est le 12 février aujourd'hui. Oui. Donc. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les prochaines cartes, qui jouez à ces cartes-là qui sont sorties dans les commentaires. Ouais. On débattra en même temps avec vous, on regardera un petit peu Au- les avis. On Au pourra fur, les et à partager. mesure, c'est ça. Au fur et à mesure du temps qu'arrivera l'opus 11, qui arrivera donc le mois prochain, on va pas vous faire une nouvelle vidéo pour 2 cartes, on attendra qu'il y en aura une petite dizaine, et puis on Voilà. fera la même chose encore une fois, puis on débattra. C'est ça. On fera peut-être pas autant de cartes, mais voilà, c'est parce qu'on a attendu, en tout cas, qu'il y a quelques cartes déjà de sortie. Déjà, vous connaissez les cartes de l'os du starter C'est à ça. la base, on vous a pas spoilé, on a attendu de voir ce qui allait arriver, et on n'a pas été déçus nous-mêmes. Donc, Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'en tout cas vous avez pris du plaisir en tout cas à nous écouter débattre là-dessus. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut Mog. Mog.